Bonjour les amis, bienvenue donc en 2025. Bonne année à tous et j'espère que ça ne sera pas un souhait dans le vague parce qu'elle commence sur les chapeaux de roue cette nouvelle année et pas des mieux comme on va le voir. Bon, alors, donc on va commencer par ce qui prend moins de temps. Donc vous voyez, maison en flammes là au à Altadena, donc en Californie. Toutes les années, de toute façon, on a 388 599 hectares par an qui brûlent là-bas. J'ai repris ce chiffre là dans l'article. Là, on a 3 foyers autour de Los Angeles. Vous avez vu cette calamité. Donc, je ne vais pas refaire les activités de la télévision. Je vous rappelle simplement que j'avais fait une vidéo en vous expliquant que plus une forêt disparaît, à partir d'un moment donné, eh ben, vous n'avez plus besoin de la patte pour la disparaître. Parce que, si vous voulez, la forêt puise l'eau en profondeur. Par ses feuilles, il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau contenue dans les feuilles s'évapore dans l'atmosphère et c'est ce qui crée des nuages, qui fait la pluie qui va tomber, qui va rentrer dans le sol, qui va alimenter les arbres, etc. À partir du moment où vous avez un nombre insuffisant d'arbres, vous avez plus de pluie, vous avez un assèchement, et à ce moment-là, eh bien, vous avez des feux qui deviennent des calamités, et ce qui restait de forêt, eh bien, ça disparaît tout. On n'a plus besoin de l'homme pour la faire disparaître. Donc, nos histoires de climat, c'est avant tout ce que nos écolos oublient, c'est 2 choses. La forêt, la mer. La forêt, la mer. Ça, il faut vraiment avoir ça dans la tête. Et coucou les Américains, je vous rappelle, vous avez un gros monstre sous terre qui s'appelle la caldeira de Yellowstone. Donc si vous avez un échauffement, si vous avez une dilatation thermique au niveau de l'océan, plus vous avez des petits mouvements sismiques, ça fait déjà je ne sais pas combien de temps qu'on a une augmentation, c'est connu, de la sismicité, et les petits séismes, eh ben, comme les petits fleuves donnent les petites rivières font des grands fleuves, eh ben, un jour, ça favorise les grands séismes. Et donc, attention à votre caldeira. Ben, peut-être que vous allez avoir besoin du Canada de Trump pour aller vous loger. Bon, alors, donc, passons à la suivante. Donc, vous voyez, du coup, par la même occasion, Groenland, Panama, Canada, un Donald Trump, excusez-moi, décomplexé, affiche ses envies d'annexion. Ça s'appelle la réponse à Poutine. Parce que Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai besoin de l'Ukraine pour ma sécurité. Bon, eh bien, chacun dans son blocos. Trump, lui, il a besoin du Canada. Il a besoin de la voie du Nord. Parce que je vous rappelle que Poutine, il a déjà mis ses pavillons au fond de l'eau. Il a déjà annexé un territoire, là, je ne sais plus à quel endroit, que ça appartenait, en fait, que c'était resté au niveau... la Finlande l'avait laissé au niveau international. Mais initialement, donc, c'était pas... Attendez, je ne sais plus quel pays. C'était un pays du Nord. Bon. Les Russes, ils sont déjà accaparés et ils sont là à zioter, à dire c'est à nous, alors que la voie du Nord est toujours pas débloquée. Donc Trump, il va se positionner là-bas et il va dire au Canada, vous avez besoin de moi pour vous défendre, de Poutine. Donc voilà, devenez donc un État avec nous et nous, la voie du Nord aussi, on veut y aller. On a besoin des minerais là-bas. Le Groenland, eh bien ma foi, on préfère protéger le Groenland, plutôt que d'aller s'emmerder à protéger Taïwan et puis se battre avec les Chinois. Ça se comprend tout ça. Donc voilà où on en est. Et nous, les Européens, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas capable même de faire un gouvernement. Et on va faire un gouvernement qui ne sera pas un gouvernement d'excités, ça je vous le dis. Bon, et puis on est pas à la hauteur. L'enjeu, il est sécuritaire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour l'extérieur, l'intérieur, on va le voir après avec le décès de Jean-Marie Le Pen. Pour l'extérieur, eh bien, l'Europe, ce qu'il nous fallait, c'était une Europe capable de se défendre, ce qui n'est pas le cas, et qui soit vraiment coordonnée à ce niveau-là.
Hein. Donc, une immigration totalement contrôlée et, pour ainsi dire, maintenant, il faudrait qu'elle soit pratiquement nulle si on veut pas perdre au niveau identité, donc on en est loin. Et savoir se protéger, nous aussi, si tout le monde fait sa portée, on va être obligé de suivre. Hein. Maintenant, eh bien, il y a peut-être des choses qu'on pourrait discuter au niveau international, mais rappelons-le, on écoute que les forts. Hein. Donc, c'est pour ça. J'ai entendu récemment, excusez-moi, docteur, j'ai dit docteur au lieu de dire général, vous voyez, c'est un lapsus assez évocateur, parce que je crois que la France a vraiment besoin d'être soignée, et il me faudrait peut-être bien des militaires qui sont, eux, dévoués à la France et qui ne sont pas dans des histoires de partis et tout. Quelle crasse je vais faire pour monter, même si, être de mauvaise foi, je m'en fiche du moment que je gagne des voix. Bon, il a dit qu'il a donc je l'ai écouté là dans une vidéo. Il a dit qu'il était bienveillant, de nature bienveillante. Eh bien, je le prends au mot, ça c'est certain, parce que je vois personne de bienveillant. Et je pense qu'il a dit, donc sans préjugés, peut-être s'il ne veut pas gouverner, mais au moins qu'il forme ce gouvernement. Parce que je pense qu'on en arrive à un tel point que les hommes politiques représentent presque différentes communautés qui n'ont plus rien à se dire. Donc il faut faire un travail à la base pour retrouver une unité nationale. Et il faut au niveau politique, eh bien, il faut quelqu'un qui prenne justement peut-être les avis de différents grands groupes, tout le monde puisse se sentir donc représenté et qui travaille hein, avec tout le monde. Donc, évidemment, on n'est pas l'Égypte. En Égypte, ils ont réglé le compte, l'armée a pris le pouvoir. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a des gens de valeur et que malheureusement, ils ne peuvent pas s'exprimer. Bon, ensuite, on voit la suite. Voilà, cérémonie d'hommage aux victimes, donc les victimes des attentats terroristes, donc de Charlie Hebdo, je ne sais plus s'il y avait les décals qu'il y avait, là, oui, les magasins cachers, etc. Et dans le même temps, attendez, il faut que je trouve. Voilà. Alors, plusieurs centaines d'opposants à Jean-Marie Le Pen sont rappelés mardi dans plusieurs villes de France pour célébrer. Eh ben, si Jean-Marie Le Pen avait été au pouvoir, l'image que je vous ai montrée précédemment, eh ben, peut-être bien qu'on ne l'aurait pas eu. Et en tout cas, il y en a eu certainement moins. Et en tout cas, lui, il aurait fait de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Je vous rappelle une chose, c'est que sur une population musulmane totale, vous avez un certain pourcentage de gens radicalisés et sur ces gens-là, un certain pourcentage de gens capables de passer à l'action. Et avec l'endoctrinement qui augmente, eh bien, le nombre de gens qui passent à l'action ne peut en plus qu'augmenter. Le nombre de pourcentage de gens qui sont radicaux ne diminue pas, au contraire, il augmente. Quand on a 60% de certaines communautés qui sont pour la charia, eh ben, on peut se demander ce que ça va donner. Parce que les attentats dont on vous parlait, c'était je crois, peut-être à peine d'une dizaine de terroristes. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être des milliers? Qu'est-ce qu'on va faire quand ils seront des millions? Voilà où on en est. Et ces cons-là, ces imbéciles, regardez, ils font la liesse. Alors, ce qu'ils fêtent, ils fêtent les victimes. Ils fêtent le fait qu'il y ait des victimes. Ça revient exactement à ça. Parce que je vous rappelle, Jean-Marie Le Pen, il est mort. Il y a un vieillard qui est mort dans une maison de retraite. Mais il n'a jamais été aux commandes. Il n'a jamais... Hein, donc... vous ne pouvez pas... Putain, vous ne pouvez pas savoir ce que ça aurait pu donner.
Et pourquoi avoir attendu la mort d'un vieillard? Il vous faisait peur quand il était vivant? Bon, enfin bref, cherchons pas, hein. C'est sûr que là, ça relève pas d'un grand courage, hein. Il faut croire qu'ils espèrent qu'il y aura de nouveaux attentats islamistes. Ah, moi, je sais pas, on peut prendre ça comme ça. Bon. Alors, l'image de Jean-Marie Le Pen, au mieux de sa forme, quand il était au deuxième tour des présidentielles. Moi, je pense pas du tout qu'il ne voulait pas du pouvoir. Et on va revenir parce qu'en fait, sur ces fameux, comment dire, maladresses verbales sur lesquelles il a été attaqué. Alors, la première, ça a été le fameux détail. Moi, je peux vous dire ce qui s'était passé, puisque à cette époque-là, je suis assez j'étais donc assez âgée pour m'en rappeler, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y avait déjà eu plusieurs fois des interviews avec des journalistes, toujours des interviews extrêmement agressives. Donc c'est là, la première fois, qu'on commençait à se dire, eh bien en France, la démocratie, c'est plus trop ça. Ça commence, c'est là. De la manière dont lui était interviewé. D'une manière extrêmement agressive. Et pourquoi vous écoutez de la musique allemande? Et pourquoi qu'est-ce que vous pensez? Alors plusieurs fois, il a dit qu'il n'avait pas à se prononcer, que c'était une question d'historien, puisqu'à cette époque-là, vous aviez donc des historiens qui disaient que qu'il n'y ait que les exécutions en chambre à gaz n'existaient pas. Il a dit, j'ai pas à me mêler de ça. Effectivement, il était un homme politique. Moi, je trouvais que c'était tout à fait logique. Et en fait, il ne voulait pas se prononcer. Je suis persuadée que, c'est pour ça que je vous dis, bon, il n'échappe pas la règle de l'hypocrisie des hommes politiques. Hein. Simplement, lui, il l'a payé cher que d'autres ne l'ont jamais payé. Et je pense qu'il savait pertinemment que ça existait. Lorsque... où j'en étais? C'est pas le problème. Il a dit, de toute façon, je vois pas l'intérêt de ce débat. Il a dit, c'est un détail de l'histoire parce que ce qui est important, c'est le nombre de tués, c'est pas la façon dont on tue les gens. Moi, j'ai entendu ça m'est passé comme ça au-dessus. Il n'y a rien qui m'a choqué. Rien. J'ai rien compris aux réactions qui ont suivi. Alors maintenant, je vais vous faire voir d'autres choses. Et on verra ce que vous en pensez. Alors, je tiens à dire, aussi à préciser, que lorsque j'étais élève, hein, que j'étais gamine, une fois, j'ai vu un petit truc, mais de peu d'instants, on voyait des hommes à cheval tirer l'épée, et hop, et on nous disait, ben voilà, c'est quelques images qu'on a eues du massacre des Arméniens, mais rien de plus, hein, ça durait à peine 5 minutes. Donc, une émission documentaire, c'est sûr que c'était déjà pas tout le monde qui regardait ça. J'avais regardé ça avec mon père. Et donc, du coup, à ma grande surprise, parce que j'étais quelqu'un déjà toute jeune qui aimait beaucoup l'histoire, j'avais appris qu'il y avait donc eu un génocide arménien. Alors, c'est tout de même, donc il y avait eu 200 000 sous le dernier des Pachas, et ensuite un régime donc laïque, des jeunes Turcs, qui lui, donc en avait éliminé 1,5 million, et les Arméniens contestaient ce chiffre, dans ce sens qu'il fallait rajouter toutes les femmes, les enfants enlevés, hein, qui n'avaient pas été comptabilisés comme décédés. Donc, on montait facilement, peut-être bien à plus de 2 millions. Donc, elle m'avait répondu, mais c'est un détail de l'histoire, contrairement au génocide juif, il n'y a pas eu de conséquences politiques. C'est pour ça, ça n'a aucun intérêt d'en parler. Et puis, il y a le fait que, en fait, si vous voulez, ces gens-là étaient sous la protection des puissances occidentales et que les Turcs les ont massacrés en 17 parce que nous, on était occupés à s'entretuer entre Européens. Voilà l'histoire. Donc, évidemment, il y avait quelque part une culpabilité des pays européens, y compris de la Russie. Hein. La Russie aussi était censée les protéger. Donc, quand tout le monde est responsable tout le monde est responsable, il n'y a personne de responsable, c'est bien connu. Donc, je vais vous montrer quelques images aussi à propos de détails.
attendez, hop. Voilà, une image terrible. Alors, vous voyez, voilà, ça, celle-là, j'ai pris sur Wikipédia, mais bon, je le savais bien avant. Donc, vous avez, j'ai pris le nom, j'ai toujours tendance à jamais me rappeler, la fameuse Shoah par balle qui est exécutée par les Gruppen. Et d'ailleurs, les chambres à gaz, hein, c'est rien d'inventé, parce que déjà avant, pour aller plus vite, ils avaient aussi inventé des camions à gaz. Donc, vous enfermiez les gens dans une pièce et vous aviez un camion qui arrivait, il mettait ça bouchait donc dans cette truc. Et en somme, c'était les chambres à gaz portatives, quoi. Donc, après-guerre, ils ont voulu faire ça peut-être en plus grand. Mais c'était pas une innovation là, particulière, hein. Et donc, vous voyez, c'est même, je trouve encore plus horrible. Vous aviez les gens, mais sur des fausses. C'est un village complet hein, qui passait, hein, il faut savoir. Vous en voyez, il y en a qui sont même dénudés. Une première, on les fait coucher, on tire comme ça au jugé avec des mitrailleuses. On en fait coucher une deuxième couche sur les morts, des enfants, et on tire dessus. D'ailleurs, on en voit, hein, on aperçoit qu'il y a des gamins. Et ensuite, on couvre le tout de terre. Mais c'est l'horreur. Je suis persuadée qu'il y en a qui n'étaient pas vraiment morts, hein, en plus. Et puis, vous avez eu d'autres qu'on avait mitraillés, on les a arrosés d'essence. Vous aviez les gamins qui n'avaient pas pris de balles, ils sont sortis du feu. On les attrapait par les jambes, on les balançait dans le feu. À tel point que même ces types qui étaient des monstres ont fini par faire des cauchemars. Et que donc, on voulait des systèmes, ce qui était le chambre à gaz, où on mettait une certaine distance entre le tortionnaire et les martyrs, pour éviter que le tortionnaire fasse des cauchemars. Ça économisait des balles. Et puis, bon, à la fin de la guerre, on voulait tout effacer, on ne voulait pas laisser de traces de ces malnutris et tout ça, de ces crèvent la faim, parce qu'on avait peur de la vengeance des Juifs d'après-guerre. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Et d'ailleurs, si vous voulez, ceux qui ont mis tout ça en place, Hitler, effectivement, a approuvé, il est aussi responsable, mais c'est pas lui qui en a eu l'initiative, hein. Bon, il y a eu Himmler qui a approuvé aussi, et puis il y a eu... comment... Je me rappelle plus celui qui a amené ce fameux gaz, bon, qui avait déjà l'expérience de ce qui s'était fait donc dans l'Est, hein. Bon, enfin, ça, c'est des détails d'histoire qui sera à revoir. Je ne suis pas là pour ça, hein. Mais je vous invite vivement à vous de commenter. Donc, je repose la question. Est-ce que ce qui est important, c'est le nombre qui sont tués, la façon dont ils sont tués, évidemment, mais je ne crois pas qu'entre cette méthode-là et l'autre, la méthode des chambres à gaz, il y ait une différence, hein. Donc effectivement, ce qui compte, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est des camps faits pour exterminer les gens d'une manière ou d'une autre, et même quand il n'y a pas de camp, hein. Donc c'est par rapport à toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est un fait parmi d'autres, on va dire. Le mot détail était mal approprié, mais est-ce que ça vaut la peine de supprimer la carrière talentueuse d'un homme? Parce que c'est vrai que ça l'a supprimé, et je regrette qu'il n'a pas su s'effacer, Jean-Marie Le Pen, au profit, par exemple, de... Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. De son numéro 2, là, je ne sais plus. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait aussi des dessins humoristiques où on le faisait comme avec un bec, on le dessinait comme si c'était... On reprenait exactement les caricatures qui étaient faites avec les Juifs, hein. Donc ça, on l'a fait pareil avec un type qui était du membre du Front National. Donc il faut déjà être fort pour supporter cette haine comme ça. Donc, les haineux, ils sont peut-être pas du côté où on pense. Et moi, je me tiens aux actes. Jean-Marie Le Pen, eh ben, c'était des morts en moins. Alors, oui, voilà. Là, je vous fais Jérusalem au temps des splendeurs d'Hérode, parce que je voudrais vous faire un petit rappel sur l'histoire de l'antisémitisme. Hérode le Grand, donc, c'est un usurpateur. Les Juifs, déjà même avant lui, pour se défendre des Grecs, ils avaient demandé un peu à être protégés par les Romains, et ils étaient en somme vassalisés par les Romains. Mais
ce qui causait, par exemple, même en Alexandrie, où vous aviez une communauté juive qui était très importante, les Grecs ne pouvaient pas encaisser que eux, ils avaient l'empereur romain dans leur temple, et que les Juifs, c'était même les Grecs par jalousie, hein, qui étaient fous furieux de ça, avaient le droit de ne pas avoir l'empereur romain dans le temple. Il y avait un temple dédié à César ailleurs. Hérode le Grand, même parce qu'il aimait la pétiole sale, il avait fait des temples pour les Grecs. Donc lui, il était arrivé en Judée à mettre, et puis de toute façon, ceux qui n'étaient pas d'accord, il les exécutait, à mettre un peu tout le monde au pli. Donc vous voyez, voilà, il avait une ville magnifique, c'était le grand bâtisseur. Et donc, quand vous lisez cette époque-là, il y a des liens très forts avec les Romains. Ils sont presque, on va dire, les chouchous. Ils sont partout dans l'Empire. Ils sont bien vus partout. Hein. C'est un pays très riche. Ils sont tout petits, mais ils ont une richesse agricole. A priori, ils prêtent de l'argent, ils se payent les taxes aux Romains, etc. Il n'y a pas de problème pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, vous avez une perte du pouvoir central romain. Et c'est là où les problèmes vont commencer. C'est quand vous avez le chaos politique aussi en Judée avec la disparition d'Hérode le Grand. Et ben, vous n'avez pas de personnalité forte, reconnue, capable de s'opposer aux appétits de gens sans scrupules. Et vous avez des gouverneurs qui vont vouloir piller le temple. Vous allez avoir des révoltes. Et vous allez avoir, après, le massacre des Juifs par, justement, l'armée romaine. Et on dit que le fameux Varius, comment il s'appelait l'autre Varius, qui a donné, je crois, l'empereur, je ne sais plus quel empereur, Val quelque chose. Bref, il faudrait revoir ça. Donc, il aurait utilisé justement celui qui a construit là la fameuse arène, le Colisée à Rome. Eh bien, on s'est toujours demandé où il aurait trouvé l'argent. Eh bien, certains disent que c'était avec l'argent du Temple des Juifs. Donc, puisque c'était lui qui l'avait détruit. Donc, ce qui s'est passé, c'est là qu'on a eu cette histoire d'antisémitisme. C'est que vous avez des Juifs de toutes les régions qui venaient pour venir à Jérusalem. Il y en avait dans tout l'Empire romain. Et donc, vous avez des gens qui ont massacré les Juifs, comme les Turcs massacraient les Arméniens un peu partout, hein, en Turquie, parce que, donc, pour éviter qu'ils se regroupent et qu'ils ont été vécus comme une menace pour l'Empire. Donc, c'est là le début de l'antisémitisme. Ensuite, vous avez la christianisation de l'Empire, qui n'a pas arrangé les choses, puisque justement, si vous voulez, vous avez, n'oublions pas, les premières persécutions des chrétiens sont faites par des juifs. On les accusait par exemple de faire des messes noires, et les chrétiens par la suite ont accusé les juifs de faire des messes noires. Donc tout relève des incompréhensions, des rancunes qui s'accumulent, etc. Donc vous voyez, la mauvaise foi politique, ça n'arrange rien. Donc, de la même manière qu'ils ont été... Mais seulement, le problème, c'est que les chrétiens étaient à échelle beaucoup plus grande. Hein. C'était au niveau d'un empire. Hein. Donc, il n'y a plus d'autres endroits où le pauvre va apparaître, ce qu'on appelle le juif errant. Et puis, dans des pays, ils vont être chassés, ils vont aller ailleurs, etc. Tout est venu de là. Ensuite, troisième épisode, les croisades. Alors, les croisades, il y a le fait que les chrétiens partaient en croisade. Ils allaient dans les villes. Au passage, ils faisaient des razzias dans les communautés juives. Mais vous aviez même des villes qui ont essayé de protéger leurs juifs, qui étaient un peu leurs banquiers, si on peut dire. Et donc, si vous voulez, il n'y avait pas vraiment d'antisémitisme. Il y avait du vol par les croisés, avec le pape qui fermait les yeux en disant débrouillez-vous, on vous absout vos péchés. Donc, le fautif était aussi le pape. Hein. Et puis, ce qui s'est passé, ça a été le retour des croisades. Parce que dans les croisades, vous avez des croisés qui mouraient en buvant de l'eau, qu'ils pensaient empoisonner. Et moi, finalement, je me suis réfléchi, mais c'était peut-être pas empoisonné, c'est peut-être tout simplement dans ces pays chauds, des eaux qui leur amenaient des maladies.
hein, dans ces eaux saumâtres. Et eux qui bouillaient sous leur armure, hein, ils ont bu ces eaux, ils sont morts, on ont déduit que c'était un empoisonnement, alors que ça pouvait être de toute autre nature. Hein, bon. Et quand ils sont revenus en Europe, qu'on a eu la peste, eh bien, on a accusé les Juifs, parce que les Juifs, ils avaient un peu les mêmes morts vis-à-vis que les interdits alimentaires, par exemple, que les musulmans, et ils ont été souvent assimilés par les chrétiens, musulmans, juifs. D'ailleurs, il y avait souvent à cette époque-là une bonne entente, malgré ce que je peux en dire le Coran, entre les deux. Puisque je vous rappelle, quand l'Espagne est devenue musulmane, l'administration a été faite par les Juifs. Les militaires, c'était les Arabes. Ils ont confié l'administration aux Juifs. Et ceux qui étaient les subalternes, c'était les chrétiens. Donc on peut bien se douter qu'ensuite, on pouvait avoir encore un épisode d'antisémitisme. Mais revenons à nos puits. Et avant, on ne savait pas à quoi était dû ce cataclysme, où on voyait en peu de temps, l'Europe, vous aviez des pays qui ont perdu entre le tiers et les 2 tiers de leur population. 2 tiers, c'était pour les pays du côté de l'Allemagne, là-haut, et le tiers pour la France. On a pensé à l'empoisonnement de l'eau. Et qui donc pouvait faire ça si ce n'est les Juifs, puisqu'ils faisaient déjà des messes noires selon les croyances de l'époque. Donc voilà les différentes racines de l'antisémitisme, donc, qui ont puisé leur explication donc, dans le religieux. Et ensuite, les nazis ont voulu faire... eh bien, il y a eu aussi c'était pratique, c'est qu'ils ont aussi pris les richesses des Juifs, de la même manière qu'il y a l'autre qui a fait son Colisée. Eh bien, ça a aidé à financer la guerre, hein. Ça c'est évident. Lorsque vous avez l'architecte aussi qui a mis en un quartier où il y avait une population juive dans Berlin, il les a mis dans des camps, il a récupéré gratos les maisons pour faire leur fameux stade, vous savez, là, où vous avez toutes les cérémonies, là, donc ils ont rasé le quartier, ben, ils n'ont rien payé, hein, donc voilà, hein, donc vous avez eu l'aspect pratique. Et puis, pour certains, donc, cette histoire donc, raciale. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, c'est ça l'antisémitisme, ça repose sur votre nature. Donc, ensuite, vous avez pu avoir des gens, je pense que la vraie raison, c'est que on a assimilé ensuite l'antisémitisme à une poussée de nationalisme, qui était faux. Parce que je vous rappelle, lisez le livre de Villiers, hein, pas comment donc l'homme politique, la Villiers, où il vous explique que l'Europe, eh bien les Américains, les premiers pères de l'Europe, c'est quand même les Américains, et qu'ils ont utilisé donc pour ça aussi celui qui faisait intermédiaire entre les USA et les différents États européens, eh bien, c'était donc des personnes qui avaient eu un passé comme officiers allemands, hein, et des gens qui étaient membres du parti nazi. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, il faut arrêter avec ces histoires anciennes. Hein. Alors, vous avez, moi je sais, avant-guerre, vous aviez des gens, c'est des histoires de commerce, ce qui a été aussi repris par le mouvement poujadiste, le petit commerce contre les grandes surfaces. Et vous aviez plus souvent, effectivement, eu des questions d'opposition qui étaient d'ordre commercial, avec des accusations de commerce, où on vendait certains pouvaient, des mauvaises pratiques commerciales. Voilà, c'était cet ordre-là. Alors, elles étaient vraies ou elles étaient fausses, la question n'est pas là. Ce n'était pas de l'ordre de l'antisémitisme. Voilà, on peut ne pas aimer quelqu'un sans être antisémite.
On peut ne pas aimer des individus. Et je pense que Le Pen, ça c'est sûr, surtout dans les médias, étant donné de la manière dont il a été traité, eh bien effectivement, il avait... parce que la plupart donc des personnalités de confession juive, ou si vous voulez, même s'ils étaient athées, mais de culture juive, on va dire, eh bien, ils étaient plutôt... D'ailleurs, il y avait beaucoup, certains pouvaient être francs-maçons et tout. C'est une culture de vouloir l'Europe. Parce qu'il y avait cette croyance que l'antisémitisme était lié au nationalisme. Un nationalisme conquérant. Hein. Mais je veux dire, les Allemands se sont les nazis basés sur l'idéologie. Parce qu'en fait, ils ont même sacrifié leur nationalisme. Hein. Ils auraient pu avoir les yeux moins grands. Hein, et ils auraient gardé leur Allemagne forte. Hein. Bon, en fait, on refait pas l'histoire comme on dit. Donc c'est une erreur parce que le nationalisme, c'est aussi protéger ses citoyens, y compris, bon, quand on est vaincu, on ne fait pas la loi, mais je tiens à rappeler que l'État de Vichy avait quand même stipulé hein, que les Juifs français ne devaient pas être déportés, même si, effectivement, ceux qui avaient été nationalisés depuis peu, c'est-à-dire qui avaient fui l'Allemagne nazie pour venir en France et pris la nationalité française, ceux-là ont vu leur nationalité qui leur avait été enlevée. Bon, mais il y avait eu quand même un petit mouvement de protection, d'ordre de solidarité nationale, c'est ce que je veux dire. Hein. Bien, donc c'est ça, cette erreur donc, de manière tout à fait hypocrite, on lui a collé avec cette histoire d'antisémitisme convaincu. Il a voulu tenter de s'en expliquer. Je trouve ça, vraiment, où il avait l'air peiné, lorsque dans l'Assemblée, il a voulu essayer de réexpliquer qu'il ne niait pas la mort des Juifs, qu'il voulait certainement pas être de cet ordre-là. Qu'il a simplement pour lui, mais oui, c'est ce qu'il disait, ben, attendez, si on vous dit, vous avez envie de finir dans une fosse, là, comme on fait les SN vachettes, ou si vous préférez mourir dans une chambre à gaz, vous choisissez quoi? Je pense que je ne choisirais pas la chambre à gaz, finalement. Il y a des choix qui ne se font pas, c'est débile. Donc, voilà, hein, quand vous faites du massacre de masse, c'est jamais propre, c'est jamais intéressant. Donc, voilà ce qu'il voulait expliquer. On ne l'a pas laissé s'expliquer. Donc après, il y a d'autres mots qui sont... Parce que je pense que ça l'a imprimé, ça l'a traumatisé. Et inversement, eh ben, il a eu des jeux de mots qui lui venaient en tête, du fait de ce traumatisme, et du coup, il en ressortait d'autres, avec l'histoire du rafour, avec le mot fourné, même si moi aussi j'emploie le mot fourné, je vais penser à des petits pains, je ne vais pas penser au four nazi, hein, je vais vous dire. Mais bon, peut-être que là, il l'a dit avec un mauvais état d'esprit. Hein. Je ne suis pas dans sa tête, mais on peut le supposer. Mais ça peut s'expliquer du fait qu'il avait ça imprimé dans la tête, et du coup, il ressortait ça. Voilà. Donc, de toute façon, c'est au contraire le fait qu'il était faussement accusé tout à fait au départ. Pour moi, je pense, eh ben, ça n'a pas arrangé les choses et que vraiment, il devait les détester, justement, une certaine... considérés comme des ennemis politiques. Et ça pouvait devenir... C'était dangereux. Mais en tout cas, ça n'a jamais été quelqu'un, ça a été un républicain. Hein. Il a toujours été agi dans les règles de la République. Donc, on ne peut pas dire l'inverse. Il n'a jamais été reconnu qu'il y a eu des attentats. Et lui-même, il y a eu plusieurs membres du Rassemblement, du Front National, lui-même, et un autre, là, qui est mort avec une voiture qui a explosé, je ne sais plus comment il s'appelait, qui ont été victimes d'attentats. Mais pas l'inverse. Bon, ben voilà ce qui est fait. Alors, attendez, est-ce qu'on a tout vu? Voilà, donc Weber va se requitter. Donc, je vous redis une bonne... en espérant que cette année, on aura que la France va se réveiller. Je voulais dire aussi que j'ai entendu une vidéo donc, de Pierre Villiers, donc celui qui est militaire, hein,
qui a dit qu'il était bienveillant, que lui, parce qu'effectivement, tout ce que je vous ai raconté entre les hommes politiques, c'est des problèmes de malveillance, et avec ces manifs de liesse, hein, on n'essaye pas de comprendre la vue de l'autre. On n'essaye pas de comprendre pourquoi quelqu'un est nationaliste, on ne sait pas pourquoi quelqu'un est européaniste, on s'en fout. On veut, on veut le mettre au bûcher. Voilà. On revient au Moyen-Âge, hein. Donc, ça a commencé avec la politique, hein, avec ces histoires de diabolisation, c'est l'Inquisition qui est revenue. Ensuite, quand on voit au niveau des mœurs, hein, avec le progrès de l'islamisation des pays européens, je crois que, pas que je vous l'ai dit, hein, donc c'est tout de même assez fort, ça remonte déjà à 20 ans de ça, où une femme m'avait dit qu'elle pouvait en Algérie se promener sans voile, parce que donc elle n'était pas mariée à ce moment là-bas, mais qu'en France, elle ne pourrait pas, parce que dans son quartier, et ça remonte à 20 ans, si quelqu'un la voyait sans voile, il le dirait à son mari, il la tuerait. Et elle voulait justement essayer de se barrer. Mais elle ne pouvait pas même, je ne parle pas dans le quartier, sortir ailleurs dans la ville. Elle craignait de rencontrer quelqu'un. Donc, vous voyez un petit peu. Bon, maintenant, l'Algérie, c'est devenu pire, hein. Mais alors, quand vous en avez des rigolos qui vous disent « Ah, mais on s'habille comme on veut, c'est la liberté de conscience et tout ça, en France, elles ne sont pas obligées. » Oui, mais vous faites un choix. Vous faites un choix de ne pas obliger ces femmes-là dans des lieux publics de ne pas être voilées. Mais en faisant cela, vous imposez à celles qui ne le veulent pas de l'être. C'est simple, hein? Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a tout dit. Donc, moi, ce que je souhaiterais, eh bien, vous voulez que je vous le dise? Eh bien, moi, j'aimerais que Pierre de Villiers, il forme un gouvernement, mais en tenant compte des nationalistes, des différents, des européanistes, tout ça, différentes tendances, hein, et en se basant que s'il y a des problèmes, par exemple l'écologie, ça doit se régler au niveau international. Il y a des choses qu'on ne peut rien faire, ça ne sert à rien de faire son petit biboui dans son coin. C'est pas parce qu'on va diminuer, qu'on aura des voitures électriques en France, qu'on n'aura pas de centrales nucléaires d'ailleurs pour les approvisionner, et qu'on ne pourra plus rouler, ça ne va rien y changer. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe en Chine et aux USA à ce niveau-là. Donc, il y a des choses qui se décident au niveau international. Et moi, je vous dis, le problème, c'est la forêt, hein, essentiellement. Et puis, deuxièmement, le problème énergétique. Donc, il faut voir déjà au niveau local ce qu'on peut faire. Et ensuite, eh ben, par solidarité nationale, on s'entraide. Mais il faut déjà y réfléchir au plan local. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des États-nations encore, ou qui soient capables de réfléchir chacun pour avoir des idées originales, plutôt qu'on retrouve dans des grandes machines qui vous entraînent à des catastrophes. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, lisez l'agence Histoire secrète de la CIA de Antoine Morietti. Hein. Quand on sera tous sous le même... les gros monoblocs, hein, on aura peut-être tout l'Occident autour des USA, la Russie, la Chine avec Taïwan, tout ça. Bon, bref. Eh bien, il n'y aura plus l'idée originale de chacun dans son coin, la critique possible, la critique de Chirac, par exemple, sur l'Irak. Bon, alors, par contre, eh bien, au niveau de l'Europe, par exemple, ce qu'il nous faut, c'est une défense au niveau de l'Europe. Une défense et l'engagement de lutter contre l'immigration. Voilà. Allez, bonne année quand même.